Le podcast de la CPTS Paris 8. Alors, je suis aujourd'hui avec le professeur Tcherakian Kola de l'hôpital Foch à Suresnes. Vous êtes chef de service, c'est ça, de pneumologie? Je suis chef de l'unité de Pneumo-Nord, tout à fait. Pas du Et, service complet. et je suis venu vous voir pour qu'on parle d'un vrai sujet actuellement qui est la coordination cœur-poumon et poumon-cœur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi en fait il faut leur coordonner ce genre de parcours? Alors parce que entre cardiologue et pneumologue, il y a quand même une relation de proximité et quand même beaucoup de maladies influent l'une sur l'autre. On le sait, hein. Nous avons en particulier une maladie qui regroupe vraiment les deux pathologies pulmonaires et cardiaques, qui est la BPCO, la bronchopathie chronique obstructive, qui touche à peu près 3,5 millions de personnes en France, et dont la grosse problématique est d'être sous-diagnostiquée. Et en étant sous-diagnostiqué, on ne prend pas complètement en charge le risque cardiovasculaire de ces patients. Ça, c'est déjà un gros message qu'on veut faire passer. Et c'est pour ça qu'on va commencer par la filière BPCO pour coordonner finalement cette interaction cœur-poumon. Parce que si on fait simple, un coronarien avec un stent sur 3 est BPCO. Et la BPCO, c'est un facteur de risque cardiovasculaire aussi important que le diabète. Mais le plus important à comprendre, c'est que si on ne traite pas la BPCO elle-même, eh ben c'est comme si on ne traitait pas le diabète ou pas l'hypercholestérolémie. On manque un facteur de risque cardiovasculaire, car traiter la BPCO baisse la mortalité cardiovasculaire. Donc c'est à partir de là qu'on s'est dit qu'il faut mettre en place une filière. À Foch, on a créé la CUB, la clinique universitaire des bronches, qui regroupe la prise en charge de façon globale des maladies respiratoires bronchiques, dilatation des bronches, BPCO, asthme. Ces maladies à elles seules représentent 8 millions de personnes en France. Et l'idée, c'était de faire des parcours coordonnés en faisant et la prise en charge clinique et la prise en charge recherche. C'est un petit peu dans cet ordre d'idées qu'on a fait ça. Donc, en fait, il y a déjà une première partie, c'est que nous, les cardiologues, il faut qu'on dépiste la BPCO chez nos patients. Alors, moi qui travaille dans un centre de réadaptation, le problème ne se pose pas parce qu'effectivement, on les dépiste systématiquement car on fait une VO2, c'est-à-dire une consommation d'oxygène à la plupart des patients qui rentrent avec une spirométrie qui est faite avant la BPCO. Mais est-ce qu'on peut passer le message à l'ensemble des cardiologues de vérifier, surtout que nos patients coronariens, pour la plupart étaient fumeurs, d'aller vérifier s'il y a une BPCO ou non? Alors, c'est le rêve du pneumologue, et pas que du pneumologue, finalement, ça doit être le rêve de toutes les personnes qui prennent en charge les pathologies cardiovasculaires de façon globale, car ça reste le seul moyen de dépistage. C'est d'ailleurs toute la difficulté, hein, c'est que la spirométrie, qui est un examen simple, il n'est pas forcément très accessible, hein. Il y a 3000 pneumologues, on a dit 3 millions de patients, l'équation n'est pas bonne, donc ça veut dire qu'il faut que d'autres personnes participent à la réalisation de spirométrie, et oui, bien sûr, tout patient qui a plus de 40 ans, qui a fumé, s'il a soit des bronchites récidivantes, soit de l'essoufflement, il doit avoir une spirométrie. Vous allez me dire, s'il a fumé, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Non, je leur dis, la BPCO est un facteur de risque cardiovasculaire à part, exactement. Parce que c'est un marqueur de sensibilité au tabac, et finalement la baisse du VEMS, c'est un peu la microalbuminurie, si on fait simple. C'est un marqueur cardiovasculaire en soi. Donc vraiment, effectivement, il faut aller le chercher. Il faut que les pneumologues, il faut que les cardiologues... Et même les médecins généralistes. On peut disposer de petits spiromètres plus ou moins portables. Ça suffit déjà pour dépister la BPCO? Oui, ça suffit. Alors c'est un peu frustrant pour le médecin généraliste parce que il faut normalement qu'il fasse revenir le patient pour pouvoir compter l'acte de spirométrie. C'est un acte en soi. C'est un acte qui, je le disais, est assez simple à faire, mais ça demande quand même une pratique régulière pour pas se sentir mal à l'aise. Donc ça veut dire quand même qu'il faut que le médecin généraliste le pratique régulièrement. À une époque, et encore aujourd'hui, on peut trouver des petits spiromètres portables extrêmement simples d'utilisation qui vous donnent les critères de bonne réalisation pour des sommes modestes qui vont aller de 800 à 1000 euros, qui n'ont plus besoin d'étalonnage comme ça a été à une époque. Donc je pense qu'il y a beaucoup
à faire en médecine générale, en centre de santé, chez les kinés. En fait, tout le monde doit pouvoir participer finalement à faire une spirométrie. À faire ce dépistage-là. Oui. Et est-ce qu'on peut dire à partir de quelle valeur du VEMS, par exemple, on envoie le patient chez le pneumologue? Alors, je crois qu'il ne faut pas envoyer tous les patients BPCO chez le pneumologue. Il faudra l'envoyer chez le cardiologue parce que finalement, le dépistage, ça va être un marqueur de risque cardiovasculaire, ça va être la nécessité, éventuellement si le patient a des signes cliniques, de faire de la réadaptation à l'exercice, de lui proposer un traitement inhalé, parce que le traitement inhalé a un bénéfice sur la maladie cardiovasculaire, mais on ne pourra pas traiter tous les BPCO. Il y a 3,5 millions de BPCO, les pneumologues pourront prendre en charge que les plus sévères, je pense. Donc je crois que pour répondre à la question sur la charge de VEMS, une fois que vous avez un VEMS sur CV, le fameux TIFNO qu'on a appris, inférieur à 0,7, donc à 70%, vous posez un diagnostic de BPCO. Et ensuite, le VEMS, tant qu'il est au-dessus de 80%, je crois que vraiment c'est un traitement à faire en médecine de ville, prévention des exacerbations, et puis effectivement faire le bilan des risques cardiovasculaires, mais ça va être finalement quelque chose d'assez simple à faire. Et puis au fur et à mesure où le VEMS diminue et où que le patient fait des exacerbations, à ce moment-là, je pense que c'est le moment où il faut impliquer le pneumologue. Parce que c'est l'exacerbation qui tue. Il faut comprendre que quand vous avez fait une exacerbation, le risque de décès dans l'année qui suit est multiplié par 40. Qu'après une exacerbation, votre risque de décès il est plus important que celui d'un infarctus du myocarde. Et que, en particulier, le BPCO meurt de pathologies cardiovasculaires. Ça multiplie par 10 le risque de complications cardiovasculaires après une exacerbation. Donc en fait, quand le patient continue d'exacerber après un traitement de première ligne, je pense que vraiment il faut le proposer au pneumologue, car on a maintenant de nouveaux traitements, dont les biothérapies qu'on utilise dans l'asthme par exemple, pour prévenir les exacerbations chez ces patients. Donc vraiment rester simple, VEMS supérieur à 80%, on traite les symptômes, si le patient va bien, il va bien. En dessous, et s'il ne répond pas bien au traitement, pneumologue. Très bien. Et alors l'inverse maintenant? Ah, le pneumologue. Alors le pneumologue, oui. Il devrait envoyer plus souvent au cardiologue parce que par définition, vous avez une BPCO, si votre patient n'a pas croisé le cardiologue, il n'y a pas de discussion. Ouais. Il faut l'envoyer chez le cardiologue. En général, le patient a plus souvent croisé le cardiologue que le pneumologue, mais ça arrive que ça se fasse dans l'autre sens. Dans les éléments importants, il y a le scanner. Tous les BPCO maintenant ont un scanner et très régulièrement on voit des calcifications coronariennes qui doivent être le sujet d'une discussion avec un cardiologue. On sait que la partie cardiaque, en particulier l'insuffisance cardiaque diastolique, est plus fréquente chez ces patients, et aussi qu'il y a aussi des pathologies du cœur droit, dont les hypertensions pulmonaires. Et ici, dans la prise en charge globale des patients BPCO, dans le parcours de soins, il y a une équipe cœur droit qui est dédiée à la prise en charge des pathologies cardiovasculaires, entre autres du BPCO, mais de toutes les hypertensions pulmonaires, où on peut faire de l'écho, bien sûr, mais aussi du cathétérisme cardiaque s'il y a besoin. Faire un cathétérisme droit. Exactement. D'accord. Alors, actuellement, il y a une campagne pour dépister le cancer du poumon par des scanners. Oui. Là, on risque d'avoir énormément de calcifications coronaires. Oui. Après, ça va dépendre de l'âge des patients. Oui. Comment gérer ça? Alors c'est une vraie difficulté. Foch, par exemple, a été retenu par l'INCa comme un centre de dépistage. On fait à peu près 500 dépistages sur un an minimum. Et ça génère énormément d'activité parce que, d'abord, quand vous envoyez un patient faire un dépistage du cancer du poumon, il faut quand même vérifier qu'il ait fait une spirométrie. Et en fait, ils vont plus souvent faire un scanner qui est simple à prescrire qu'une spirométrie. Mais en général, c'est les mêmes facteurs de risque. Donc, ils devraient avoir en général des EFR avec. Bon, ça, c'est le premier point. Et effectivement, ça génère des incidentalomes, comme on dit. Donc, il va y avoir de la découverte de calcification. Et nous, on a une IA qui reconstruit les coronaires en même temps que sur un scanner classique, parce que c'est un scan low-dose sans injection. Il peut faire la charge calcique. Donc, effectivement, on va générer du mouvement de consultation pour le sevrage tabagique, parce que les patients qui ne sont pas sevrés vont ensuite au sevrage tabagique.
on découvre des nodules, on découvre des calcifications coronaires. Et donc, il faut on apprenne à gérer ce flux pour pas laisser finalement le médecin traitant avec un scanner qui dit qu'il y a des anomalies et rien derrière. Donc, normalement, il y a une boucle automatique pour envoyer, après chaque anomalie, le patient au bon spécialiste directement après le dépistage. D'accord. Justement, je voulais rentrer un petit peu dans les détails. Comment fonctionne en fait ce parcours du point de vue du pneumologue, mais aussi du point de vue du cardiologue. Vous avez créé un logiciel. Je ne sais pas comment vous communiquez entre vous. Alors, c'est en train de se mettre en place, effectivement, à partir du diagnostic, mais il faut donc qu'il y ait eu un diagnostic de BPCO. Il va y avoir un certain nombre de choses qui vont être générées. Il va y avoir des scores de qualité de vie qui vont être envoyés automatiquement au patient, intégrés ensuite dans notre fichier, et que ça soit en consultation ou en hospitalisation, en fait, tout passage génère, on va dire, un bilan minimal à faire, ce que nous on appelle la checklist, dans lequel, entre autres, il y a est-ce que votre patient a vu le cardiologue, est-ce que vous avez checké s'il était apte à faire de la réhab, enfin, ou rentrer dans les critères. Ouais. Donc voilà, les vaccinations. Par exemple, le cardiologue peut aussi vacciner, le pneumologue doit vacciner, le médecin généraliste doit vacciner, puisque le but pour que les patients ne fassent pas d'exacerbation avec le risque qui va avec, c'est qu'ils ne fassent pas d'infection, entre autres. Donc ça fait partie d'un système qui effectivement passe par notre logiciel et qu'on essaie de faire en sorte que ce soit le plus automatique possible pour éviter les ratés. D'accord. Et là, le bilan, il est relativement simple. Hein. Je suppose qu'il y a la mesure du cholestérol dans les examens biologiques qui sont demandés. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on essaye d'évaluer le risque global du patient. Exactement. En mettant le risque, en partant du principe qu'il faut qu'il rentre par un risque ou par un autre, mais qu'à la fin, s'il a la maladie obstructive bronchique, que ça soit considéré comme un risque cardiovasculaire additionnel. Vous attendez combien de patients, en gros? Alors, on a estimé un flux de minimum 400 patients nouveaux par an. Par an, Ce d'accord. qui est un gros volume à absorber. Et là, pour l'instant, c'est interne à l'hôpital, mais vous avez l'intention de l'étendre sur les médecins de ville? Alors, si on n'explose pas en vol, avec le flux et la synchronisation de la prise en charge des patients, oui, on espère pouvoir faire une sorte de check-up, finalement, où le généraliste se pose la question en disant, voilà, mon patient, il a plus de 40 ans, il a fumé plus de 10 paquets années, il me fait des bronchites, ou il me dit quand même qu'il est essoufflé pour monter 4 étages. Ok, je l'envoie faire son check-up BPCO, et hop, il rentre dans la case et il ressort diagnostiqué, proposition de traitement, et bilan des facteurs de risque. Est-ce que vous avez prévu dans ce parcours-là que les patients voient des infirmières en pratique avancée, par exemple? Alors oui, ça fait partie de la prise en charge des maladies bronchiques. Normalement, on a une IPA qui est sur cette fameuse CUB, Clinique Universitaire des Bronches, pour chapeauter les maladies bronchiques et effectivement participer au parcours de soins. Merci beaucoup. Je souhaite longue vie à ce parcours, hein, puis toute la réussite à ce parcours, parce que nous aussi, du côté cardiologue, on est confronté à ce problème-là. Donc on a pris l'habitude maintenant, effectivement, d'adresser nos patients dès qu'on fait notre spiro d'entrée. On regarde le VMS, on regarde le TIFNO et hop. Et ça, c'est une très bonne façon de dépister l'épreuve d'effort. Voilà. Et surtout avec la mesure des gaz expirés, ça encore mieux. Eh bien, merci beaucoup et peut-être à bientôt pour les premiers résultats. Merci beaucoup.